Notons toutefois que cette montée en puissance du transport routier est progressive. Il faudra ainsi attendre le 19e siècle pour qu'il finisse par supplanter le transport fluvial. Toutes les grandes transformations exigent du temps. Quand on nous a demandé de réfléchir à la meilleure manière de raconter la Loire au XVIIIe siècle, on s'est dit que la Loire pouvait se raconter elle-même et donc devenir un personnage à part entière. Depuis toujours, les hommes cherchent à m'apprivoiser. Au Moyen-Âge, ils élevaient déjà des digues pour contenir la fougue de mes eaux. Avec la dialogue, on a choisi une approche assez inédite et aussi une tentative notamment de donner parole au fleuve en fait, qui est probablement nouveau, qui est nouveau pour nous, à la mission en tout cas. Mais ça entre dans la direction dans laquelle on essaie d'aller d'ailleurs, faire dialoguer l'homme et son environnement. Une fois que la mission Val-de-Loire a identifié les différents thèmes qu'elle souhaitait aborder dans la web-série, les thèmes c'était les aménagements du fleuve, le commerce, notamment le commerce triangulaire, l'impact qu'il a eu sur le développement du bassin ligérien, le développement des villes, des campagnes. Voilà, une fois que tous ces thèmes ont été arrêtés, il nous a fallu, nous, identifier des personnages qui étaient susceptibles de donner la réplique au fleuve. Et c'est à ce moment-là qu'ont émergé les figures des ambassadeurs. Ces ambassadeurs, c'était un ingénieur du roi, mais aussi des figures plus connues du grand public, Voltaire, la marquise de Pompadour, Antoine Lavoisier, etc. Et ce sont ces personnes-là qui ont incarné aussi chacun des thèmes. Un service de diligence relie en réseau Orléans à toutes les grandes villes du Val-de-Loire. C'est formidable! C'est formidable! En tant qu'historienne et historienne de l'art spécialement, je trouve que la mission doit toucher le cœur des gens, mais absolument faire passer à travers le cœur des connaissances. Et je trouve que l'histoire nous enseigne beaucoup. Et j'espère que la mission, avec ses productions, arrive à parler d'une façon contemporaine et faire rapprocher aux gens en fait, les sources historiques qui permettent d'avoir une complicité aussi avec notre propre territoire. Pour donner à voir les évolutions et les interactions de la Loire avec la population qui a peuplé ces berges, la mission Val-de-Loire a fourni un gros travail de documentation, notamment en termes d'iconographie. Et c'est sur la base de ces iconographies qu'on a pu ensuite illustrer le propos de chacun des épisodes, de chacun des thèmes qui ont été abordés. Il faut quand même souligner que ce travail il a quand même été soutenu par pas mal d'institutions différentes, notamment le musée des Beaux-Arts de Tours. Ce projet de la mission Val-de-Loire résonne complètement avec nos collections et on est heureux de pouvoir s'y associer. L'iconographie de l'époque est très très riche. On peut baser sur les peintures notamment, la peinture de paysages et les peintures des villes en fait, les représentations de villes qui sont très réalistes déjà. Ça veut dire qu'on peut les utiliser souvent avec quelques précautions comme source de connaissances. Ce qui fait la spécificité de l'art du paysage au XVIIIe siècle et du lien à la nature, c'est justement une sensibilité qui est assez nouvelle pour cette époque quand on compare avec le XVIIe siècle. Effectivement, du temps de Louis XIV, on va avoir un rapport à la nature qui est beaucoup plus dans la domination, dans le contrôle, dans la rationalisation également. Et au XVIIIe, finalement, on va s'affranchir de cette perception et ça se voit également dans la peinture de paysage, avec finalement une volonté de traduire une nature beaucoup plus libre, beaucoup plus sauvage. Les iconographies ont un rôle vraiment central dans cette web-série. C'était vraiment une des volontés de la mission de mettre à l'honneur les archives de l'époque. Et en parallèle, donc, il y a la partie graphique qui s'est déroulée donc, en plusieurs étapes. La première, ça a été la mise en place donc, de l'identité graphique globale de la web-série à partir donc, de différents éléments et codes graphiques. Un de ces éléments donc, a été d'ailleurs la typographie qui a été conçue
pour la mission et qu'on a pu utiliser justement pour la web-série. En parallèle, on a également évidemment défini une palette de couleurs qui a été inspirée en fait à partir des cartes de l'époque. Un autre enjeu graphique a été de vraiment traduire visuellement l'incarnation de la Loire. Pour cela, on a utilisé donc 2 choses. D'une part, le picto animé, donc cette sorte de spectre audio qui va apparaître en fait en bas de l'écran lorsque la Loire intervient. Et d'autre part, on cherchait vraiment aussi à traduire ce côté un peu aqueux à travers donc l'utilisation d'une texture type aquarelle qu'on va retrouver en aplat coloré ou bien pour les transitions d'un écran à un autre. Et enfin, on a également réfléchi donc à comment mettre en avant donc les personnages, les ambassadeurs. Donc il y avait 2 solutions, c'était soit via des iconographies, soit via d'autres moyens graphiques, dont les silhouettes. Disons qu'une des missions du musée, c'est effectivement de faire rayonner les collections et de permettre au public de les découvrir et de finalement s'approprier aussi un territoire qui est celui sur lequel est implanté le musée et qui rayonne aussi au travers des œuvres présentées. Nos grandes sources également sont les cartes Cassini ou les atlas de Truden, en fait, qui sont les premiers monuments en fait, de la cartographie française, avec une échelle unie, avec les détails et les précisions tout à fait importantes. C'est la partie aussi intéressante et assez chouette. Donc, on a travaillé avec Imola et Florentin, qui était le motion designer attitré sur ce projet. On a défini ensemble quelles iconographies étaient les plus pertinentes, les plus adaptées pour illustrer chaque propos. On a également réfléchi à quelle partie d'iconographie on pouvait animer, soit des personnages, soit des éléments vraiment à mettre en avant. L'idée, c'était vraiment d'essayer de donner vie en fait à ces iconographies, de les articuler entre elles. Une web-série, c'est aussi avoir des moyens pour aller faire un pas de côté dans une structure traditionnelle. Et là, on a eu l'opportunité à la fois d'avoir accès au musée des Beaux-Arts de Tours, dans les salles qui sont les salles de la peinture du XVIIIe siècle. Donc ça, là aussi, c'est un partenariat extrêmement précieux avec la ville pour cette possibilité que ça nous offre, donc un cadre exceptionnel, et d'inviter effectivement l'ensemble Consonance, qui est un ensemble spécialiste des musiques du XVIIIe siècle, à venir jouer des partitions originales qui ont été trouvées aux archives de la ville d'Orléans par Imola Gebauer et qui ont pu être rejouées par François Bazola et l'équipe des musiciens de l'ensemble Consonance. Notre mission, c'est de faire découvrir des répertoires, et ce qui est le cas aussi justement dans ce projet là, qui nous occupe aujourd'hui, mais aussi de faire partager cette musique. La notion de transmission, de partage et de découverte, oui, c'est très important dans le travail de l'ensemble Consonance. Ouais. C'est la mission Val-de-Loire qui est venue vers nous, et ils nous ont demandé tout simplement si on était partant pour collaborer, pour enregistrer en fait de la musique sur ce projet donc de web-série sur le XVIIIe siècle. Grâce à la presse de l'époque, on a pu identifier certains compositeurs et musiques, dont certains très connus, d'autres très très rares, même probablement on a vu certains qui étaient probablement jamais joués en Val-de-Loire depuis le XVIIIe siècle, comme ce qui provient de recueil d'une maître danse orléanais de l'époque. Donc il y a des musiques qui étaient jouées un peu partout en France, comme la musique de Rameau par exemple, mais aussi des musiques spécifiques qui sont conservées d'ailleurs à la bibliothèque d'Orléans, donc des musiques populaires, des musiques que tout le monde pouvait entendre et chantonner ou danser. C'est extraordinaire de se dire qu'on a cette opportunité d'avoir des musiciens et musiciennes de grand talent dans une salle 18e, sur instruments d'époque, pour enregistrer des partitions qui vont être jouées dans un documentaire qui traite de cette époque-là. Là, c'est l'acmé pour nous du dispositif. C'était incroyable parce qu'on a pu assister à l'enregistrement de partitions du XVIIIe siècle qui n'ont jamais été enregistrées et qui n'ont probablement pas été jouées depuis le XVIIIe siècle. Et on a pu utiliser ces enregistrements dans la création de la bande originale de la série. Elle mobilise par ailleurs des corps de métiers tels que les tonneliers, les potiers pour la conservation du sucre et les papetiers pour son emballage.
Dans le même souci de respect et d'authenticité, on a utilisé des enregistrements sonores effectués par Boris Jolivet de la Loire, donc différentes prises de sons de la Loire rugissante ou de petits écoulements qu'on a pu utiliser dans la création de la bande sonore et du sound design de la série. Donc tous ces éléments ont participé à la création d'un ensemble cohérent et authentique pour l'identité sonore de la série. Un autre sujet qui traite donc fin 18e, il y a cette épave du Chaland qui coule à Langeais hein, dans un train de bateau, et là on a l'opportunité d'accueillir Virginie Cernat, qui est l'archéologue spécialiste des fouilles et d'archéologie fluviale et qui a dirigé la fouille du Chaland, du lieu-dit du Bel Air, et qui va venir nous en parler, et qui, à travers son récit, va finalement faire vivre ce qu'a été ce commerce de Loire. La Loire, c'est un peu un fleuve archive. Et c'est ça que j'aime bien, c'est l'idée que le fleuve reste un conservatoire. La Loire fait partie de l'équipe de fouilles. On joue avec la dynamique de Loire et les sites archéologiques. Pour l'équipe de production, avoir la possibilité de parler, de venir parler de la Loire, ça nous a permis d'approcher ce que c'était la richesse du bassin ligérien et aussi de faire la connaissance de tous les gens qui font partie de la mission Val-de-Loire. Et je crois qu'on peut le dire sans trop de flatterie, c'est des gens qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui étaient super investis, avec lesquels on a eu des dialogues qui étaient très féconds et très enthousiasmants, et ça nous a permis à tous, je crois, d'en apprendre beaucoup. Et au-delà du simple plaisir de produire cette série, pour nous, Parisiens, c'était aussi la découverte et une rencontre avec une équipe, des gens passionnés, et presque, dans certains moments, presque tout un peuple ligérien qu'on est venu rencontrer à Tours. Finalement, tous ces outils de médiation sont aussi des outils d'attachement. Comprendre un peu mieux le territoire sur lequel on habite, son environnement immédiat, c'est aussi une façon de s'y attacher. Et la web-série y contribue largement.